Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur la méthode pour tracer le diagramme de Bode asymptotique. Avant de commencer, nous allons faire un rappel important sur les nombres complexes qui aidera beaucoup d'entre vous à déterminer le diagramme de Bode pour les phases. Alors, au niveau du rappel des nombres complexes, il est très court ici. Je rappelle qu'un nombre complexe est sous la forme z égale a plus jb avec a qui est la partie réelle, b qui est la partie imaginaire. En électronique, le nombre imaginaire i est remplacé par la lettre j. Et on aura donc toujours ici j carré qui est égal à moins 1. Alors ici j'ai représenté les trois situations que l'on va très souvent rencontrer dans les diagrammes de Bode asymptotique pour les phases, puisque la phase va être représentée par l'argument de la fonction de transfert. Bon, j'ai mis les cas importants. Donc dans le cas où l'on a justement la partie imaginaire qui est nulle, c'est-à-dire que z est un réel, on a deux situations. Soit la partie réelle est positive, dans ce cas-là, je vais avoir l'argument de z qui sera nul. Car je vous rappelle que l'argument de z, c'est l'angle formé entre l'axe des abscisses et le vecteur qui correspond à la fixe du nombre complexe z. En revanche, si a est négatif, je vais donc avoir un angle qui va être entre l'axe des abscisses ici et du coup un point qui sera dans la partie négative de l'axe des abscisses. Je vais donc parcourir un angle π. Donc si j'ai un réel négatif, je sais que l'argument sera égal à π. Ensuite, si j'ai un imaginaire pur, je vais avoir aussi ces deux situations. Dans le cas où b est positif, je vais donc former un angle droit avec l'axe des abscisses. J'aurai donc un angle de π sur 2. Dans le cas où b est négatif, j'aurai donc du coup cette fois-ci un angle droit qui sera de moins π sur 2 entre l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées, ou de 3π sur 2 si je parcours dans le sens trigonométrique. Et enfin, un dernier cas, c'est le cas où la partie réelle est égale à la partie imaginaire. Et dans ce cas, si a est égal à b, je vais donc me retrouver avec l'argument de z qui est égal à π sur 4. Voilà. Et si a égale à b et qu'ils sont tous les deux négatifs, j'aurai donc mon point qui sera situé ici et j'aurai un angle de moins π sur 4. J'aurai un angle ici de 5π sur 4. Donc voilà les choses importantes à savoir sur les arguments des nombres complexes. On va maintenant passer à la description de la fonction de transfert, à son gain en décibels et au premier diagramme de Bode. Alors, nous allons maintenant apporter une définition simple à la notion de gain en électronique et de manière générale dans tout ce qui est les systèmes linéaires ou tous les systèmes qui possèdent une sortie et une entrée. Donc ici en fait, j'ai h qui correspond à la fonction de transfert, qui est le rapport entre l'expression de la grandeur de sortie sur la grandeur d'entrée dans le domaine complexe. Le module de h va représenter le rapport d'amplification entre la grandeur de sortie et la grandeur d'entrée. Si ce module est plus grand que 1, on a donc une amplification du signal. Si ce module est inférieur à 1, on a une atténuation du signal de sortie par rapport au signal d'entrée. L'argument de h, lui, va raconter le déphasage entre le signal de sortie et le signal d'entrée. Et enfin, on parle souvent justement de gain en décibels. C'est une échelle qui a été utilisée car elle est beaucoup plus pratique ici pour tracer les diagrammes de Bode. C'est l'échelle en dB qui est égale à 20 log du module de h pour le gain. Et la phase qui est toujours l'argument de h. Voilà. Donc ça veut dire que lorsque vous faites des diagrammes de Bode, on va le revoir après, on est en échelle semi-logarithmique. Ça veut dire que sur l'axe des abscisses, du coup, on a donc une échelle logarithmique et sur l'axe des ordonnées, on a une échelle classique. L'intérêt de l'échelle semi-logarithmique sera de pouvoir placer un grand intervalle de fréquences sur une échelle plus courte. Et puis aussi, son avantage, comme on fonctionne beaucoup avec les puissances de 10, ça sera de se repérer très rapidement dans ce diagramme de Bode. Donc on aura deux diagrammes à tracer. On aura le diagramme de Bode en gain, on va donc déterminer GdB. Et on aura aussi le diagramme de Bode en phase, qui va nous permettre justement d'identifier les déphasages qui peuvent apparaître entre la sortie et l'entrée. On va maintenant passer aux cas de référence qui vont nous permettre ensuite de construire des diagrammes de Bode beaucoup plus évolués. Le cas le plus simple que nous allons rencontrer est le cas du gain pur. Dans le cas d'un gain pur, ça veut dire en fait que j'ai le rapport S sur E qui est égal à un nombre réel, que l'on notera ici K. Je vais donc avoir le gain en décibels qui sera égal à 20 log de la valeur absolue de K.
Je vais donc me retrouver ici avec une situation assez simple où finalement le gain est indépendant de la fréquence, il est constant. Je vais donc avoir une droite horizontale que je vais tracer sur mon graphique ici pour le gain. Pour la phase, je vais aussi avoir la même situation, mais cette fois-ci je vais devoir aussi tenir compte du signe de K. Parce qu'on l'a vu précédemment dans le rappel, si K est un réel positif, j'aurai un déphasage nul. Par contre, si K est un réel négatif, cette fois-ci je vais avoir un déphasage de pi. Donc il faudra bien prendre ses précautions à ce sujet. Il faudra tenir compte de la valeur de K, mais aussi de son signe. On verra que la valeur de K aura aussi une importance pour le gain. Alors, tout d'abord, au niveau de la phase, donc si K est un réel positif, à ce moment-là, j'ai l'argument de H qui est égal à 0 radian. D'accord? J'ai donc la phase qui est aussi égale à 0 radian, quelle que soit la fréquence. Donc je vais tracer ici une droite horizontale confondue avec l'axe des abscisses pour tout le domaine des fréquences. Si maintenant j'ai le cas qui est négatif, donc dans le cas où j'ai cas négatif, je vais donc avoir cette fois-ci l'argument de h qui va être égal à pi. Et donc dans ce cas-là, je vais avoir un déphasage de pi. Donc ça dépendra de votre échelle. Admettons j'ai pi qui est ici. Je vais donc avoir ici un déphasage de pi. Donc ça c'est dans le cas où j'ai un cas négatif. Et ici je suis dans la situation où j'ai un cas positif. Pour les gains, ça va être légèrement différent, puisque cette fois-ci j'ai la valeur absolue de K. Comme j'ai la valeur absolue de K, le signe de K ne va pas rentrer en ligne de compte, c'est normal puisque je vais faire le logarithme d'un nombre. Le logarithme d'un nombre ne peut pas être le logarithme d'un nombre négatif. Par contre, on sait que le logarithme va changer en fonction justement de la valeur de K, mais cette fois-ci pas par rapport à 0, mais par rapport à 1. Donc, si K est supérieur à 1, je vais donc me retrouver cette fois-ci avec le gain en dB qui sera positif. Si K est inférieur à 1, donc cette fois-ci, je vais me retrouver avec un gain en dB qui sera négatif. Alors je vais parler ici en module. D'accord? Donc ça veut dire que cette fois-ci, j'aurai deux droites. Si K est supérieur à 1, si le module de K est supérieur à 1, je vais avoir une droite qui sera au-dessus de l'axe des abscisses. Donc ça, c'est le cas, module de K supérieur à 1. Si j'ai K qui est inférieur à 1, j'aurai à ce moment-là une droite qui sera en dessous de l'axe des abscisses. Et si K égale 1, c'est-à-dire que là, je n'ai pas du tout de rapport d'amplification entre l'entrée et la sortie, je vais avoir une droite horizontale confondue avec la sortie. Voilà, donc ça, c'est dans le cas, la situation où K est égal à 1. Donc voilà le gain pur. Donc le gain pur, on va le retrouver dans beaucoup de situations, puisque on aura souvent un numérateur ou en tout cas un rapport de proportionnalité dans nos fonctions de transfert. Dès que l'on décomposera nos fonctions de transfert, on verra très souvent apparaître ce gain qui interviendra justement dans la construction de notre diagramme de Bode. On a donc ici pour un gain pur une asymptote horizontale et un déphasage aussi qui lui est horizontal. On va maintenant passer à la fonction de transfert du premier ordre et la construire. Alors, la fonction de transfert du premier ordre se présente sous cette forme, avec une partie réelle au numérateur et un nombre complexe au dénominateur. Je vais faire en deux parties, d'abord une partie pour le gain et ensuite une partie pour la phase. Donc le gain en dB c'est 20 log du module de H, ici ça va donc être 20 log du module du numérateur qui vaut K, sur le module du dénominateur qui est égal à la racine carrée de 1 plus oméga sur oméga 0 au carré. Alors je fais une parenthèse sur une erreur de calcul qui revient assez souvent, c'est le fait de prendre J dans le calcul. Faites très attention à ça, on ne prend jamais J en compte dans le calcul ici, on se retrouve toujours du coup avec le module ici qui vaut 1 plus oméga sur oméga 0 au carré. D'accord? Donc si vous prenez J dans la partie imaginaire, vous allez vous retrouver avec un signe moins ici, ça n'ira pas, ça sera faux. Alors, justement, on arrive dans le premier vrai cas de diagramme asymptotique. Si on veut faire un diagramme asymptotique, on va se mettre dans trois situations. Le cas où la pulsation oméga est petite, basse fréquence. Le cas où oméga est égal à oméga 0. D'accord? Et ensuite le cas où oméga est très grand, les hautes fréquences. Alors, dans le cas où l'on a oméga qui tend vers 0 radian par seconde,
on va se retrouver ici avec le terme oméga sur oméga 0 qui va être dominé par le 1 qui est ici. Donc dans le cas où oméga tend vers oméga 0, je vais avoir oméga sur oméga 0 au carré qui va être dominé par le 1. Et donc dans ce cas-là, j'aurai ma fonction de transfert qui pourra s'écrire sous la forme 20 log de k. On se retrouve ici avec la situation du gain pur. Je vais donc avoir une droite horizontale pour les basses fréquences. On va se placer, nous, dans le cas où le k est égal à 1. D'accord ? Je vais donc avoir ici une droite horizontale qui va correspondre ici à 20 log de k. Alors, je ne vais pas faire toutes les situations ici, ça ne sert à rien. D'accord ? Prenez juste vos précautions. Si k avait été plus petit que 1, j'aurais une droite horizontale sous l'axe des abscisses. Alors maintenant, si oméga tend vers l'infini, c'est-à-dire si je vais vers de grandes fréquences, cette fois-ci, le terme oméga sur oméga 0 au carré va dominer le 1. Et donc dans ce cas-là, je vais me retrouver avec un équivalent pour le gain qui est égal à 20 log de k moins 20 log de oméga sur oméga 0. Alors, je vais garder la racine ici, je vais plutôt rajouter cette étape-là. Donc là, il faut bien connaître ses propriétés sur les logarithmes. Donc, je vais me retrouver ici avec le gain en dB qui va être égal à 20 log de k. La racine, c'est une puissance 1/2. Si je la sors, ça me ferait moins 10 log de oméga sur oméga 0 au carré. Ensuite, si je sors le carré, je vais me retrouver de nouveau avec moins 20 log de oméga sur oméga 0. Je vais donc pouvoir tracer cette fois-ci une asymptote qui a pour ordonnée à l'origine ici, alors je vais décomposer encore un peu plus après, mais je vais avoir donc un 20 log de k moins 20 log de oméga plus 20 log de oméga 0. Donc je vais continuer ici, j'ai donc du 20 log de k plus 20 log de oméga 0. Donc je rappelle pourquoi, c'est parce que ici log de a sur b c'est égal à log de a moins log de b. Et enfin, moins 20 log de oméga. J'ai donc ici mon ordonnée à l'origine. Comme je suis en échelle semi-logarithmique, ici je vais donc être en dB par décade. Ça veut dire que lorsque je vais avancer d'une décade, je vais descendre de tant de dB. Donc c'est comme si ici j'avais quelque chose de la forme AX plus B. D'accord ? C'est ça aussi l'intérêt de l'échelle logarithmique. C'est donc du coup de pouvoir garder le log de oméga et avoir directement le tracé sur la courbe. D'accord ? Donc je vais avoir ici un moins 20 qui va correspondre à moins 20 dB par décade. D'accord ? Donc ça veut dire que moi je vais tracer ensuite une droite qui aura pour ordonnée à l'origine 20 log de k plus 20 log d'oméga 0 et de pente moins 20 dB par décade. D'accord ? Donc je vais me retrouver ici avec une ordonnée à l'origine qui sera au-dessus. Donc j'ai du 20 log de k plus 20 log d'oméga 0. Et ensuite j'ai une pente à moins 20 dB par décade, ça veut dire que je vais avancer d'une décade. Admettons par exemple, là j'ai une première décade, deuxième décade, etc. Donc j'avance d'une décade. Et ensuite, je vais sur cette décade-là, je vais descendre de moins 20 dB. D'accord ? Donc si je descends de moins 20 dB, je vais donc avoir mon asymptote qui va être ici. D'accord ? Donc là, je vais me retrouver ici avec mon asymptote. J'ai identifié ici mon filtre passe-bas. D'accord ? Enfin, il va rester une dernière situation, c'est la situation où oméga est égal à oméga 0. Dans la situation où oméga est égal à oméga 0, je vais cette fois-ci avoir le gain en décibels qui va être égal à 20 log de k. Oméga égale oméga 0, je vais donc me retrouver ici avec du moins 20 log de 2. Ok ? Et si je fais ce calcul ici, donc je vais me retrouver ici avec donc cette valeur-là qui correspond à moins 3 dB. D'accord ? Donc ça veut dire que quand je fais 20 log de k moins 20 log de 2, ça veut dire que je suis juste à moins 3 dB en dessous de l'horizontale 20 log de k. D'accord ? Donc ça veut dire que ici, je descends
d'environ moins 3 dB, d'accord? Et là, je suis à oméga égale oméga 0, d'accord? Et à partir de là, je vais pouvoir tracer l'allure de ma courbe grâce à mes asymptotes et à ce point ici où je suis justement avec un écart de moins 3 dB. Voilà, c'est ce qu'on appelle aussi la pulsation de coupure, puisque c'est l'endroit où il y a intersection entre l'asymptote horizontale et l'asymptote oblique. Voilà donc pour la fonction de transfert du premier ordre. Nous allons maintenant étudier le déphasage pour cette fonction de transfert. Maintenant, nous allons étudier le déphasage de notre fonction de transfert. Donc, je rappelle que pour cette fonction de transfert, la phase c'est l'argument de h, c'est donc l'argument du numérateur sur le dénominateur, c'est donc argument du numérateur moins argument du dénominateur. Pour notre étude, me suis mis dans le cas particulier où k est supérieur à 1, on aura les mêmes situations si on a k qui est négatif. D'accord? Là, c'est juste histoire d'illustrer la méthodologie que vous pouvez ensuite reproduire sur toutes les situations. D'accord? Le signe de k ici va juste rajouter un déphasage de pi ou non. Alors, la méthode reste la même. Je vais regarder ce qui se passe pour les basses pulsations, pour les hautes pulsations, et lorsque oméga est égal à oméga 0. Alors, donc ici, comme k est supérieur à 1, d'office, je peux dire que j'ai un réel positif, donc l'argument de k est nul. Donc la phase va dépendre en fait de moins l'argument de 1 plus j oméga sur oméga 0. Si oméga tend vers les basses pulsations, à ce moment-là, c'est la même chose que tout à l'heure. Ce terme-là, du coup, va tendre vers 0. D'accord? Donc là, ça veut dire que la partie imaginaire tend vers 0. Et si la partie imaginaire tend vers 0, d'accord, ça veut dire que du coup, je vais me retrouver avec simplement l'argument d'un nombre réel. D'accord? Et l'argument d'un nombre réel positif, c'est 0. D'accord? Donc si oméga tend vers 0, je vais avoir phi qui va être égal à moins l'argument de 1, c'est-à-dire 0 radian par seconde. Donc ça veut dire que pour les basses pulsations, j'ai une droite horizontale à 0 radian par seconde. Voilà. Donc là, je suis à 0 radian par seconde. Maintenant, si oméga tend vers les grandes pulsations, c'est-à-dire si oméga ici tend vers plus l'infini, cette fois-ci, je vais donc avoir la partie imaginaire qui va être très grande, et c'est comme si on pouvait négliger la partie réelle par rapport à la valeur de la partie imaginaire. D'accord? Donc dans ce cas-là, je vais me retrouver avec phi qui va être égal ici à moins, alors je vais l'écrire de cette manière-là ici, ce sera plus mathématique, moins arctangente de oméga sur oméga 0, d'accord? Puisque c'est ça aussi l'argument d'un nombre complexe. Donc ici, ça veut dire que je vais me retrouver avec moins arctangente de plus infini. L'arctangente de plus infini, c'est pi sur 2. Donc moins arctangente de oméga sur oméga 0, c'est égal à moins pi sur 2. Ça veut donc dire ici que lorsque je suis vers les grandes pulsations, j'ai une droite, une asymptote horizontale en moins pi sur 2. Donc ça veut dire que là, pour une fonction de transfert du premier ordre, pour les hautes fréquences, je crée un déphasage de pi sur 2 entre la sortie et l'entrée. Un déphasage de moins pi sur 2. Maintenant, dans la situation où oméga est égal à oméga 0, je vais me retrouver cette fois-ci avec phi qui va être égal à l'argument de 1 moins argument. Donc faites bien attention à votre signe moins en recopiant, parce que du coup là c'est vraiment une erreur très embêtante si vous oubliez votre signe moins. Donc je vais me retrouver ici avec moins argument de 1 plus j. Je me retrouve dans la situation du rappel où la partie réelle était égale à la partie imaginaire. Je sais dans ce cas-là que l'argument vaut pi sur 4. Avec le signe moins devant, j'ai phi qui est égal à moins pi sur 4. J'ai donc ici, lorsque oméga est égal à oméga 0, donc je vais le positionner par exemple ici, j'ai donc ici un argument de moins pi sur 4. Et grâce à ça, je peux tracer ici à ma levée la courbe de déphasage
pour ma fonction de transfert du premier ordre. Donc on voit ici on a un filtre passe-bas puisqu'il laisse passer les basses fréquences, on l'a vu précédemment avec le lien, qui va donner un déphasage nul pour les basses fréquences, c'est-à-dire que la sortie sera dans la même phase que l'entrée, et qui donnera un déphasage de moins pi sur 2 pour les hautes fréquences. D'accord? Et pour la pulsation de coupure oméga 0, on aura un déphasage de moins pi sur 4. Donc voilà pour la fonction de transfert du premier ordre. Pour le gain pur, on va maintenant passer à la dernière fonction de transfert qui est celle de l'ordre 2. Alors, nous allons maintenant nous positionner dans le cas simple où m est supérieur à 1. On a donc la forme factorisée pour la fonction de transfert avec deux dénominateurs du premier ordre. Je prends le cas où k est supérieur à 1. Donc je vais me retrouver avec un gain pur et deux fonctions de transfert du premier ordre. Donc je vais avoir une asymptote horizontale à valeur de k, une pente à moins 20 dB par décade au niveau de oméga 1 et une deuxième pente à moins 20 dB par décade au niveau de oméga 2. Donc pour oméga inférieur à oméga 1, j'ai donc la droite horizontale à valeur de k. À partir de oméga supérieur à oméga 1, j'ai donc une pente à moins 20 dB par décade. Et à partir d'oméga 2, j'ai l'addition d'une pente à moins 20 dB par décade avec une pente à moins 20 dB par décade. Je vais donc avoir cette fois-ci une pente à moins 40 dB par décade. Je vais donc avoir, si je fais le tracé complet, une partie horizontale, je descends ensuite entre oméga 1 et oméga 2 jusqu'à moins 20 dB par décade, et ensuite je redescends encore plus jusqu'à moins 40 dB par décade. D'accord? Puisque là j'ai moins 20 dB par décade et moins 20 dB par décade. Donc là je suis à moins 40 dB par décade, et ici je suis dans une zone à moins 20 dB par décade. Donc voilà pour ce cas simple ici pour le gain. Je vais donc me retrouver ici avec toujours un filtre passe-bas, d'accord, mais avec l'atténuation qui va augmenter en fonction des fréquences de manière encore plus importante que dans le cas d'un filtre du premier ordre. On va maintenant s'occuper de la phase pour la situation où m est supérieur à 1. Traitons maintenant de la phase pour la fonction de transfert du deuxième ordre avec m supérieur à 1. J'ai rappelé en effet ici la représentation graphique du déphasage pour la fonction de transfert du premier ordre. J'ai en fait ici deux courbes, une qui correspond au premier facteur du dénominateur, une qui correspond au second facteur du dénominateur. Donc ce qui va se passer en fait, c'est que je vais avoir ici superposition de ces courbes. Je vois que pour les basses pulsations, je vais avoir un déphasage nul. Pour les hautes pulsations, je vais avoir du coup ici la somme de ces deux courbes. Je vais donc avoir moins pi sur 2, moins pi sur 2. Je vais avoir un déphasage de moins pi. D'accord? Et entre moins oméga 1 et moins oméga 2, je vais donc avoir ici un palier à moins pi sur 2. Donc ça veut dire que ici, si je trace la partie asymptotique qui va correspondre au déphasage total, je vais donc avoir une première zone ici. Ensuite, entre oméga 1 et oméga 2, je passe à moins pi sur 2. Et ensuite, à partir d'oméga 2, j'ai l'addition des deux et je vais descendre à ici moins pi. D'accord? Donc j'aurai un déphasage de moins pi pour mon système d'ordre 2 ici. Et je vais donc avoir ici ma courbe qui aura une allure comme ceci. D'accord? Voilà. Donc pour le diagramme asymptotique du déphasage pour une fonction d'ordre 2 avec m supérieur à 1. Nous allons maintenant faire l'étude asymptotique pour m inférieur à 1. Nous allons maintenant démarrer l'étude asymptotique lorsque m est inférieur à 1. Donc on va reprendre une étude asymptotique classique en regardant ce qui se passe pour les basses pulsations, pour oméga égale oméga 0, mais aussi pour oméga très grand. Donc l'étude asymptotique est assez classique ici. On va donc revenir ici avec 20 log du module de cette expression ici. D'accord? Et ensuite, on va pouvoir tracer le diagramme asymptotique. Donc, je commence mon calcul ici. Donc, je vais avoir 20 log de k. Donc, j'aurai toujours mon gain pur qui lui traduira une asymptote horizontale. Et ensuite, je me retrouve avec le module qui sera la racine carrée. Donc, de la partie réelle, il faut faire très attention ici. La partie réelle, c'est le 1 et le moins oméga sur oméga 0 au carré. Donc, avoir 1 moins oméga sur oméga 0 au carré, plus cette partie-là ici, donc plus 2m oméga sur oméga 0, le tout au carré.
Donc voilà à quoi va ressembler ici l'expression de mon gain. Maintenant, je vais regarder ce qui se passe pour les basses pulsations. Donc, si oméga tend vers 0. Dans ce cas-là, ce terme-là va être négligeable devant le 1, celui-ci aussi. D'accord? Donc, dans ce cas-là, je vais avoir le gain qui va être égal à 20 log de K. Ensuite, si oméga tend vers les grandes pulsations. Si oméga tend vers les grandes pulsations ici, je vais donc avoir ce terme-là, le terme qui est ici, qui va dominer les autres. Pourquoi? Parce que ici, si je développe la parenthèse qui est au carré, le oméga sur oméga 0 au carré sera encore élevé au carré, il sera donc à la puissance 4. Donc j'aurai oméga sur oméga 0 puissance 4 qui va donc dominer le oméga sur oméga 0 au carré. Donc ça veut dire que lorsque je serai pour les grandes pulsations, cette fois-ci, j'aurai mon gain en dB qui sera égal à 20 log de K moins 20 log de la racine carrée de oméga sur oméga 0 puissance 4. D'accord? Et à partir de là, je vais donc travailler mon expression. La racine carrée va me donner un 10, le puissance 4 va me donner un moins 40. Donc dans ce cas-là, j'aurai le gain en dB qui sera égal à 20 log de K moins 40 log de oméga sur oméga 0. Et à partir de là, je vais me retrouver avec 20 log de K plus 40 log de oméga 0 moins 40 log de oméga. D'accord? J'ai donc ici l'ordonnée l'origine de mon asymptote. Je suis en échelle semi-logarithmique. D'accord? Donc ce que j'ai devant le log d'oméga, c'est la pente de mon asymptote qui est à moins 40 dB par décade. D'accord? Donc ça veut dire qu'à partir de là, je vais pouvoir tracer le diagramme asymptotique. Où je vais avoir cette fois-ci une asymptote horizontale 20 log de K. Et ensuite, cette fois-ci, une pente à moins 40 dB par décade. Voilà. D'accord? On va maintenant faire le cas où cette fois-ci, nous avons oméga qui est égal à oméga 0. Dans le cas où oméga est égal à oméga 0, on pourra donc placer un point sur le diagramme asymptotique. Donc, si oméga égale oméga 0, je vais cette fois-ci avoir le gain en dB qui va être égal à 20 log de K. En bas, donc oméga sur oméga 0, ça fait 1. Cette parenthèse se simplifie ici. Oméga égale oméga 0, donc là aussi je vais avoir une simplification. Je vais donc avoir ici du 4m au carré. Je vais donc avoir ici du 2m. D'accord? Donc je vais avoir ici la racine carrée de 4m au carré, ce qui va donner du 20 log de K sur 2m. Ok? Donc voilà ici. Ensuite, je n'ai plus qu'à placer ici un point qui va correspondre du coup à l'endroit où j'ai oméga qui est égal à oméga 0. J'ai donc du 20 log de K moins 20 log de 2m. D'accord? Donc l'écart que j'ai ici, ça correspond à moins 20 log de 2m. Ok? On verra, et ça je le ferai en calcul à part, je vais d'abord m'occuper de faire le diagramme de phase, mais on verra que justement la valeur de m est une valeur clé. D'accord? Le diagramme asymptotique comme ça ici ne suffit pas. D'accord? Il faut aussi faire l'étude de fonction pour se rendre compte qu'il y a une valeur ici importante pour la valeur de m, qui est environ 1 sur racine de 2. Et si l'on est plus grand ou plus petit que cette valeur, on aura ou non un pic de résonance. C'est ce qu'on va voir ensuite dans la petite démonstration que je ferai après avoir fait le diagramme de phase pour ce système d'ordre 2 dans le cas où m est inférieur à 1. Nous passons maintenant à l'étude de la phase pour cette fonction de transfert du second ordre avec m inférieur à 1. Donc au niveau de la phase,
si oméga tend vers 0 radian par seconde. Dans ce cas-là, je vais me retrouver avec l'argument de ce nombre complexe où je vais avoir ça qui va tendre vers 0, ça qui va tendre vers 0. Dans ce cas-là, je vais avoir phi qui va être égal à l'argument de k. Dans le cas où j'ai pris k qui était supérieur à 1, comme pour le reste de l'étude, je vais donc avoir ici un déphasage qui va être égal à 0 radian. J'aurai donc une asymptote horizontale ici de 0 radian par seconde. Si ensuite, je vais faire pour une fois dans cet ordre-là, si j'ai oméga qui tend vers oméga 0, dans ce cas-là, je vais avoir la partie réelle qui va s'annuler. Je vais donc avoir un imaginaire pur, d'accord, au dénominateur. Dans ce cas-là, je vais avoir phi qui va être égal à l'argument de k qui est nul, moins l'argument de j 2m oméga sur oméga 0. L'argument d'un imaginaire pur, c'est pi sur 2. Avec un signe moins devant, ça va donc être égal à moins pi sur 2. Donc ça veut dire que pour oméga qui est égal à oméga 0, je place par exemple oméga 0 qui est ici, je vais avoir un déphasage de moins pi sur 2. Ensuite, il va falloir faire l'étude pour oméga très grand. Pour étudier la phase pour oméga très grand, on va prendre des précautions cette fois-ci. Et on ne va pas faire de la même manière que d'habitude pour éviter justement tous les abus au niveau du langage et rester un maximum dans les mathématiques. Alors, si oméga tend vers oméga 0, si oméga est très grand, pardon, si oméga est très grand, je vais donc avoir ma partie réelle qui va se simplifier à moins oméga sur oméga 0. Donc on va l'écrire ici. Si oméga est très grand, j'ai donc phi qui va être égal à l'argument de k sur moins oméga sur oméga 0 au carré plus j 2m oméga sur oméga 0. D'accord? Si maintenant je veux par exemple évaluer le cosinus de ce nombre complexe, le cosinus peut me donner une information sur l'angle. D'accord? Donc je vais d'abord calculer le module. Le module de ce nombre complexe, au dénominateur en tout cas, ça va donc être le module de tout ça. D'accord? Donc ça veut dire en fait que je vais me retrouver avec cette fois-ci un module que je vais appeler R qui va être égal à la racine carrée donc de tout ça. Donc ça veut dire oméga sur oméga 0 puissance 4 plus 2m oméga sur oméga 0, le tout au carré. Je rappelle qu'un module, c'est partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Donc ce que j'ai noté R ici, c'est le module du dénominateur. Okay, on l'a vu précédemment, l'argument de K sera nul. Okay, donc ça veut dire que si je continue mon développement ici, je vais avoir phi qui va être égal à moins l'argument de moins oméga sur oméga 0 au carré plus j 2m oméga sur oméga 0. À partir de là, je vais donc chercher à évaluer le cosinus et le sinus de cet angle puisque j'ai déterminé le module ici. Je vais donc avoir ici le cosinus de ce nombre complexe ici. Donc on va l'appeler par exemple le cosinus θ. C'est la partie réelle, donc la partie réelle c'est moins oméga sur oméga 0 au carré sur le module. Et le module, on voit que si oméga est très grand, d'accord, si oméga tend vers l'infini, j'ai la puissance 4 qui va dominer ici la puissance 2. Donc ça veut dire que je pourrais dire que le module est équivalent ici à oméga sur oméga 0 au carré. D'accord? Donc si j'écris ça ici, je vais avoir un cosinus qui vaut moins 1. Alors on va aller sur le sinus, on voit tout de suite qu'on a cosinus de θ qui vaut moins 1. D'accord? Ça veut dire ici que je vais me retrouver avec un déphasage qui va valoir ici pi. D'accord? Donc si je fais le sinus θ ici, donc le sinus θ c'est la partie imaginaire qui est là. D'accord? Donc ça veut dire que je vais avoir 2m oméga sur oméga 0, le tout sur oméga 0 au carré. Au niveau de la limite, le dénominateur va l'emporter sur le numérateur et ça va bien tendre vers 0. D'accord? Donc je vais me retrouver ici avec
un cosinus qui vaut moins 1, un sinus qui vaut 0. Ça veut dire que cette fois-ci, le déphasage vaudra pi. D'accord? Donc ça veut dire que sur mon diagramme de phase, pour les grandes pulsations, je vais me retrouver ici avec le signe moins. J'aurai donc un déphasage de moins pi. D'accord? Donc ça veut dire que ici, je place moins pi. Alors je vais remonter un petit peu mon moins pi sur 2 ici. Et j'ai donc une asymptote horizontale en moins pi pour plus infini. Et ensuite, je peux donc tracer ici ma courbe qui va avoir cette allure. Ok? Et plus m est grand, plus, on va dire, plus m se rapproche de 1, plus je m'éloigne de cette verticale. D'accord? Voilà. Alors, pour ceux qui font un peu des systèmes linéaires ou l'automatisme, on voit que dans ce cas-là, on a un système qui, pour les grandes pulsations, engendrera un déphasage de moins pi, et ça, pour la stabilité des systèmes, c'est embêtant. Donc voilà un des avantages des diagrammes de phase, c'est de pouvoir ensuite retirer des informations sur la stabilité des systèmes lorsque l'on est en automatisme, et avoir une information sur le déphasage pour un filtre, par exemple, lorsque nous sommes en électronique analogique ou entraînement du signal. Alors maintenant, on va faire une remarque sur la résonance et la valeur de m. Alors pour comprendre l'idée du phénomène de résonance et du pic de surtension lorsque m est plus petit que 1, nous avons besoin ici de faire une étude du gain, donc une étude de fonction. Donc j'ai rappelé la formule du gain ici, 20 log de k sur justement le module des dénominateurs. Donc il ne faut surtout pas oublier son carré ici, qui peut être souvent une erreur de recopiage qui est commise. D'accord? Et je vais poser x qui est égal à oméga sur oméga 0. Si je pose x qui est égal à oméga 0, oméga sur oméga 0, et je travaille un peu la formule, je vais avoir donc la fonction gain qui va être égale à 20 log de k moins 10 log de cette expression ici. D'accord? Donc j'ai passé la racine avec le 20, ce qui donne le moins 10, puisque la racine carrée c'est puissance 1/2. Ok? Les oméga sur oméga 0 ont été transposés par x, donc ça fait x carré ici. Là, je passe le carré, je vais avoir du 4m carré x carré. D'accord? Alors si je veux faire l'étude de fonction, il faut que je fasse la dérivée. Donc je vais faire la dérivée de mon gain. Donc si je fais la dérivée de mon gain ici, ça c'est une constante, ça vaut 0. Ensuite ici j'ai log de u, la dérivée de log de u de x et e' de x sur de x. Donc je vais avoir ici du moins 10. La dérivée de l'expression ici sur du coup u de x qui va donner du 1 moins x au carré plus 4m carré x carré. D'accord? Donc à partir de là, je vais calculer mon numérateur, je vais dériver ça. Ça c'est de la forme u de x au carré. La dérivée de u de x au carré c'est 2'u'. D'accord? Donc je vais avoir ici 2 fois, la dérivée de ça c'est moins 2x, facteur de 1 moins x au carré, plus ici, la dérivée de ça ici, ça me fait du 8m carré x. Voilà. Bon, à partir de là, je me rends compte que je vais pouvoir factoriser ici par 4 et par le x. D'accord? Donc je vais avoir l'expression finale de la dérivée du gain en décibels. Donc je vais avoir ici, je vais factoriser par moins 4x, même par 4x ici, je vais donc avoir du moins 40x. Facteur donc de 1 moins x au carré, plus 2m carré. Le tout divisé par 1 moins x au carré, plus 4m carré x carré. Donc je vais devoir déterminer le signe de ça. Je vais voir déjà ce qui est facile à déterminer, c'est le dénominateur. J'ai une parenthèse au carré, c'est tout le temps supérieur à 0. J'ai un 4m carré x carré, c'est tout le temps supérieur à 0. Donc le dénominateur est positif. Le signe de ma dérivée ici va dépendre du coup du signe de x ici, et ensuite va dépendre du coup de ce dénominateur. Donc ma dérivée va s'annuler seulement si x vaut 0, ou alors si cette parenthèse ici s'annule. Je rappelle que nous sommes en physique, que x représente oméga sur oméga 0, et là on ne peut pas avoir de pulsation négative. D'accord? Donc ça veut dire qu'on sera forcément ici pour x supérieur ou égal à 0. D'accord? Il ne faudra surtout pas oublier ici le moins, qui va juste du coup nous donner le signe de le changement de signe de notre dérivée, et donc savoir si on a un minimum ou un maximum. D'accord?
Donc à partir de là, je vais continuer sur la détermination ici de mes racines. Okay, et à partir de là, je vais pouvoir trouver la valeur clé de m et savoir justement lorsque j'aurai résonance ou pas, c'est-à-dire lorsque j'aurai un maximum ou non. Nous allons maintenant continuer notre étude du signe de la dérivée du gain. Donc on sait que le dénominateur est positif, x sera toujours supérieur à 0 parce que nous sommes dans des fréquences positives. Le signe moins 40 est tout en négatif, donc ce qui va nous intéresser, c'est savoir lorsque le numérateur s'annule. On va donc résoudre x carré plus 2m carré moins 1 égale à 0. Ce qui va donner en fait ici que l'on va avoir x qui va être égal à plus ou moins la racine de 1 moins 2m au carré. Comme on sait que x est supérieur ou égal à 0 ici, la racine donnant un résultat positif, on sait qu'on aura forcément x qui sera égal à la racine carrée de 1 moins 2m carré. Par contre, on voit que dans cette racine carrée, tous les termes ne sont pas positifs. On a le moins ici qui peut nous imposer des conditions justement pour que cette racine carrée existe. Mais avant ça, on va déjà faire un premier commentaire. Donc le premier commentaire ici, c'est que du coup, on va se retrouver avec notre extrémum qui est pour x qui est égal à 1 moins 2m carré. Donc l'extrémum existe si x égale racine de 1 moins 2m carré. À partir de là, si je regarde ma fonction ici, j'ai x carré translaté de 2m carré moins 1. Donc ça veut dire en fait que cette fonction-là, elle admet un minimum, d'accord, pour racine carrée de 1 moins 2m au carré. Comme ici, on a le moins 40 qui est là, donc ça veut dire que gdb' sera, du coup, changera de signe pour x égale racine carrée de 1 moins 2m carré, et il sera positif pour x inférieur à cette valeur, et il sera négatif pour x supérieur à cette valeur. Donc on va résumer les informations que l'on a ici, d'accord? Donc ça veut dire que je vais faire ça dans un petit tableau de signes. J'ai x qui est de 0 à plus l'infini. J'ai la racine carrée de 1 moins 2m au carré. Là, je vais avoir le signe de gdb'. Il s'annule ici. Il va être positif avant et négatif après. Donc ça veut dire que si j'étudie le gain ici, il sera croissant puis décroissant. Donc ça veut dire que si cette racine carrée existe, d'accord, je vais avoir un pic, je vais avoir une surtension qui n'apparaissait pas dans notre étude asymptotique. Okay, maintenant, on va voir à quelles conditions sur m nous pouvons avoir justement ce pic. Donc cette racine, elle existe si j'ai 1 moins 2m carré qui est supérieur ou égal à 0. Je vais donc me retrouver ici avec 2m carré qui est inférieur à 1. J'ai donc m qui sera inférieur à 1 sur racine de 2. D'accord? Donc ça veut dire que j'ai m qui est inférieur ou égal à racine de 2 sur 2. Donc ça veut dire que si m est inférieur à racine de 2 sur 2, ce qui est environ 0,7, si m est environ inférieur à 0,7, je vais me retrouver avec de la résonance. Par contre, si m est compris entre 0,7 et 1, je n'aurai pas de phénomène de résonance, je n'aurai pas ce pic de surtension. C'est ce qu'on va synthétiser maintenant dans le diagramme de Bode en gain, où l'on va du coup représenter la situation où nous avons m compris entre 0 et 0,7 et m compris entre 0,7 et 1, ce qui vous permettra de compléter de manière entière votre diagramme asymptotique sans oublier le pic de surtension. Si nous résumons maintenant tout ce que nous avons vu sur la fonction de transfert du second ordre, pour m inférieur à 1, on a vu qu'on avait justement une situation importante qui imposait l'étude de fonction de la courbe de gain en décibels, qui nous amenait à x est égal à racine carrée de 1 moins 2m carré. Comme x est égal à oméga sur oméga 0, ça nous permettait de déterminer ce qu'on va appeler une pulsation de résonance oméga r, qui est égale à oméga 0 racine carrée de 1 moins 2m carré. Donc ça veut dire que oméga r est légèrement inférieur à oméga 0. Donc sur le graphique, il se trouve légèrement derrière. Et on a vu que dans le cas où m était compris entre 0 et 0,7, on avait un maximum qui pouvait exister. Donc c'est ce qu'on appelle le pic de résonance ici. Donc là, vous avez votre pic de résonance avec ceci qui est la surtension. Par contre, si m est compris entre 0,7 et 1, j'ai du coup un diagramme asymptotique classique avec ma pente ici qui sera à
moins 40 dB par décade. D'accord? Donc ça veut dire que la valeur de M va vous permettre de tracer ici correctement votre diagramme asymptotique en prenant en compte la surtension ou non en fonction de justement si M appartient à l'intervalle 0,07 ou M est entre 0,7 et 1. Cette valeur de M aura aussi une influence sur la phase, puisque si M est compris entre 0 et 0,7, on aura une courbe qui sera très proche de cette verticale, mais si M est compris entre 0,7 et 1, cette fois-ci la courbe se tassera un peu plus et s'éloignera de cette limite verticale au niveau de oméga qui est égal à oméga 0. Voilà, donc à partir de là, vous avez tous les éléments maintenant pour construire des diagrammes de Bode beaucoup plus sophistiqués, puisque finalement, à partir du moment où vous êtes capable de factoriser votre fonction de transfert en un produit de fonctions de transfert du premier ordre et du second ordre, comme vous connaissez maintenant les caractéristiques en gain et en phase de chacune de ces fonctions de transfert de référence, il vous suffira de tracer leur diagramme de Bode de manière individuelle et ensuite d'additionner les courbes. Terminons par un exemple de mise en application de ce que l'on vient de voir sur la méthodologie pour tracer les diagrammes de Bode. Alors en fait, j'ai fait une fonction de transfert ici, où on a donc notre gain, une fonction du premier ordre cette fois-ci au numérateur, donc ça veut dire qu'au lieu d'avoir une pente à moins 20 dB par décade, je vais avoir une pente à plus 20 dB par décade, avec une pulsation oméga 1, et un dénominateur du second ordre, avec M compris entre 0,7 et 1, donc ça voudra dire ici que je me retrouverai avec quelque chose sans résonance. J'aurai donc ici un filtre passe-bas avec une pente à moins 40 dB par décade. Donc si je veux tracer le diagramme en gain ici de mon système, je vais donc placer mes deux pulsations, oméga 1 et oméga 2, je les ai choisis de cette manière-là, avec oméga 1 plus petit que oméga 2, et je vais donc tracer chacun des éléments. Donc là, je vois que j'ai K facteur de 1 plus J oméga sur oméga 1. Donc ça va me donner en fait une asymptote horizontale qui est égale à 20 log de K. Puis ensuite une pente à plus 20 dB par décade. Ensuite, pour le dénominateur, cette fois-ci, je vais me retrouver à partir d'oméga 2 avec une pente à moins 40 dB par décade. D'accord? Donc là, je suis à plus 20 dB par décade. Et là, je me situe à moins 40 dB par décade. Maintenant que mes asymptotes sont positionnés, je sais que je vais avoir simplement à additionner les différentes courbes en fonction des intervalles. Donc si je suis entre 0 et oméga 1, j'ai donc une courbe horizontale. Ensuite, entre oméga 1 et oméga 2, je monte à plus 20 dB par décade. Et ensuite, à partir d'oméga 2, je vais monter à plus 20 dB par décade, mais en même temps, je vais descendre à moins 40 dB par décade. Je vais donc avoir ici une descente à moins 20 dB par décade. Voilà. J'ai ici, du coup, tracé mon graphique. Je n'ai plus qu'ensuite, éventuellement, à faire l'allure générale de la courbe pour déterminer ensuite la nature de mon filtre. Donc voilà en fait comment procéder pour tracer un diagramme asymptotique. Si vous avez une fonction de transfert très compliquée, je vous conseille d'essayer, c'est souvent on vous guide là-dessus, d'essayer de la décomposer en produits de gain pur, de fonctions de transfert du premier ordre et du second ordre. À partir de là, vous n'avez plus qu'à classer les pulsations dans l'ordre croissant, les positionner sur la graphique, positionner les traces asymptotiques de chacun des facteurs de votre fonction de transfert et ensuite ajouter les pentes des asymptotes et vous aurez du coup déterminé comme ça de manière très méthodologique votre diagramme de Bode.